Bonsoir Champagne et de nouveau soyez les bienvenus sur cette plateforme de la radio Kimuntu, la radio de votre école initiatique. Nous nous retrouvons ce dimanche pour notre émission Les aventures mystérieuses de l'école Kimuntu dans le cadre de la lecture des contes du Royaume Congo. Sans plus tarder, nous commençons notre première lecture, mais en avant, je vous laisse une petite détente musicale juste pour vous mettre dans le flot du récit. Il y avait une fois Kimpese, non loin de Villa, un homme qui s'appelait Ndwa Luvalo. Son fils, Ngombwan Kila, et lui était le seul survivant de la lignée Nkiemba. Ngombian Kila était une petite bête qui portait sur elle des milliers de queues. Les sublimes et tout-puissants créateurs du monde, ayant doté toutes les créatures de queues, et ne sachant que faire de celles qui lui restaient en trop dans les mains, il les colla sur le corps de Ngombian Kila en lui disant « Ngombian Kila, ton corps sera une réserve à queue pour les créatures qui auront leur queue coupée pour quelque raison que ce soit. Elles viendront chez toi pour avoir une queue de remplacement, ce qui te procurera puissance et considération malgré ta petite taille. » Ainsi, dans les villages, on l'appelait la bête aux 13 000 queues. Cette année-là, la saison sèche avait atteint son apogée. Une terrible sécheresse avait ravagé les villages de Kimpese et avait laissé une grande disette. Les villageois mouraient de faim, tandis que la contrée avoisinante, fort gigoyeuse, ne manquait de rien. On y mangeait à sa faim. Ngombian Kila, le fils de Ndwalu Valo, enviait les habitants de cette contrée-là, lorsqu'ils s'y rendaient parfois pour acheter des gibiers. Au bord du désespoir, il fit un jour à son père la proposition suivante. « Père, quittons le village. Nous souffrons de faim ici. Allons habiter chez eux. Chez ceux où on trouve plus facilement du gibier, où la terre est assez féconde pour produire des tubercules de toutes sortes et des légumes. » Contre le désespoir du fils se dressèrent farouche l'orgueil et l'amour-propre divin Ndwalu Valo, seul gardien du patrimoine d'Nkiemba. Mais au fond de son cœur, il savait que son fils soulevait un vrai problème. « Chacun sa terre, mon fils. Celui-ci est la tienne, celle de tes aïeux. La plaine est la demeure des gazelles. Même lorsqu'il pleut, les cordes, elles y restent. Elles n'ont pas d'autre choix. Nous ne pouvons, à cause de la faim, quitter les villages de nos ancêtres. Restons-y. Si nous ne voulons pas quelque malheur plus grand ne s'abatte sur nous dans les paradis où nous irons. C'est chez moi ici. Mes racines y sont profondes. C'est ici que je suis né. Toi aussi d'ailleurs. Ici, je vais mourir. Si tu veux, nous pourrons acheter du gibier aux autres quand nous aurons un peu d'argent. Mais nous ne pouvons quitter les villages de nos ancêtres.
Là-bas, les autres pourront t'arracher tes secrets et tes pouvoirs la nuit, sans que tu les saches. Ne regarde pas les Kimpese d'aujourd'hui, mais les Kimpese d'hier, qui occupaient une place singulière dans toute la contrée, dans toute notre contrée. Il était le berceau de la culture de tous les Congos. Un lieu de culture et de commerce, un lieu d'échange. Soudain, la végétation a dépéri. Le village a perdu sa splendeur. On ne sait pas comment ni pourquoi. La prospérité s'est en allée. La prospérité reviendra. Les pluies retomberont sur la terre de Kimpese. En songe, je vis apparaître dans le ciel un signe d'eau. Le beau temps reviendra. Combien qu'il ne sachant rien de la fonction et des origines du village, ne comprenait pas pourquoi son père s'entêtait à rester dans un lieu aussi dénudé et aride. Il rétorqua: « Père, moi je ne peux plus continuer à vivre dans ces villages. C'est une question de vie ou de mort. Je vais te quitter pour m'installer là-bas, où la terre est plus féconde, où l'on trouve plus facilement du gibier et de quoi manger à sa faim. Ici, on mange des plats amers. Ici, nous portons toujours sur le visage la pâleur de la faim. Je dois partir. Nous sommes un peuple de cultivateurs et non de chasseurs, ne l'oublie pas. Épaississant de temps en temps son bouillon de légumes, de quelques poissons frais, fumés et séchés, ou de quelques chenilles. Cette sécheresse temporaire passera, les pluies reviendront. La végétation et les arbres repousseront plus vite que tu puisses l'imaginer. Il y aura à nouveau à manger en abondance, lui répondit son père. Je te comprends, père. Tu dis tout cela pour me garder près de toi. Mais l'espoir, ça ne nourrit pas. Si les pluies ne tombent pas très vite, les légumes, les termites, les chenilles et les poissons vont se faire rares. Tout ce que nous avons, naguère cultivé, a l'air flétri. Kimpese tant comme les villages les plus prestigieux de l'histoire de notre contrée est si pauvre aujourd'hui que j'ai du mal à croire ce que tu me dis. Les rivières se sont taries. Regarde le ciel, même le ciel. Il est si haut que tu ne peux même pas, par tes prières, cueillir quelques grappes de nuages pour en nourrir le sol desséché. Nous allons mourir. Faut-il alors se résigner à la mort et à la disparition du village? Non, mon fils, s'opposa l'évier Ndaloual. Une vie sans difficulté est-elle intéressante? Ton visage est frappé de singulières scarcifications de chez nous. En connais-tu la signification? Là-bas, au lieu de te sentir un de l'air à part entière, tu seras toujours considéré comme un citoyen entièrement à part. Là-bas, ils te reconnaîtront comme un étranger. Comme on reconnaît aisément le léopard qui se déplace toujours avec ses taches. Ne va pas là-bas. Dans un village qui ne t'appartient pas, dans un village où tu es étranger, tu n'es pas libre. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Il se pourrait que tu te disputes avec les gens de là-bas. Ils te battront à mort. Reste auprès de moi, mon fils chéri. Là-bas, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire alors que tes ancêtres sont ici? Qui arrachera les herbes autour de leur sépulture? Qui m'enterrera si venait mon jour de partir?
Chaque ride sur mon visage devait être pour toi une piste à suivre avec les ombres de tes anciens disparus qui t'accompagneraient dans ta longue marche vers la vie. Écoute-moi bien, mon fils. Il faut être très fort pour sortir de son village et aller rêver ailleurs sous un ciel étranger. Souvent aussi, quand on change de pays, on change d'histoire et de culture. Accepteras-tu de laisser ton histoire, ta culture, ton Dieu, ta religion, ta tradition disparaître dans les flots de l'immigration? Tu ne pourras plus célébrer ton Dieu et ta religion siégée. Alors que feras-tu? Sans tes dieux et ta religion, tu es comme un buffle sans cornes. La religion de tes ancêtres donne un sens à ta vie. Moi, je ne saurais abjurer ma foi. Je comprends que tu sois animé par les besoins de quitter ton village et de vivre ta propre vie. Nous aussi, quand nous grandissons, nous avions ces sentiments. Mais nous ne nous éloignons pas des parents. Jamais. Nous construisions notre case à quelques mètres de celle de nos parents, dans les mêmes villages, dans la même cité. Toi, tu vas aller trop loin de moi. Quand tu reviendras un jour, si le cœur t'en dit, ce village ne te reconnaîtra plus. Y penses-tu? De toute façon, Kimpé se demeurera toujours le village du mystère, mon fils. Et il n'a tout de même rien perdu de sa magie. Si tu crois, mon fils, aucune preuve ne te sera nécessaire. Mais si tu ne crois pas, que puis-je te dire? Aucune preuve n'est possible pour toi. Quelles que soient les catastrophes, la nature un jour reviendra, reprendra ses droits. Elle nous livrera ses secrets qu'elle nous cache aujourd'hui. La vie est plus forte que cette sécheresse. Je te citerai volontiers un vieux proverbe de chez nous qui dit que les ténèbres les plus profondes se manifestent avant le lever du soleil, juste avant l'aurore. D'accord, je te laisse partir, mais je te recommande de faire un bon usage de cette liberté vis-à-vis des autres que tu trouveras là-bas. Toi qui rêves d'un ailleurs meilleur, va courir l'univers jusqu'au jour où tu comprendras que notre village seul est le plus digne d'intérêt et notre terre la plus belle. Moi, je reste. Mon histoire et celle de ma terre ont d'avance été écrites. Mon fils, tu es en train de te tromper. Et moi, je sais que dans 20 ans, dans 30 ans, le temps et la légende me donneront raison. Sur ce, je ferme ma bouche pour qu'il n'y entre point de mouches. Oui, Père, je vais courir l'univers à la recherche de son langage unique. Ce n'est pas moi qui t'apprendrai qu'il existe un langage bien au-delà des mots. Une fois dans les nouveaux villages, j'aurai à faire cette expérience avec les gens de là-bas, jusqu'à ce que j'apprenne leur langue et devienne un de leurs. La religion, comment vais-je croire à quelque chose qui soit basé sur un système irrationnel de croyances? Il y a d'autres dieux dans leur cœur. Mais mon seul Dieu est mon cœur qui me pousse à conquérir cette terre nouvelle. À regarder là-bas si l'herbe n'y est pas plus verte. Je suis jeune, peur. Je ne peux pas mourir ici, car je n'ai pas peur de l'inconnu. Je m'en veux.
Je peux conquérir tout ce que je veux et tout ce qui m'est nécessaire. Je ne crains pas de perdre ma culture, ni mes dieux. Là-bas, c'est la sécurité, tandis qu'ici, c'est dangereux. Là-bas, je vivrai mon présent, un présent rempli de surprises agréables. M'y attend. Les fils ne pouvaient attendre ni écouter les pères. Une différence d'oreilles et de paroles. D'ailleurs, il se couvrait les oreilles de ces innombrables queues. Les jeunes hommes ne se reconnaissaient pas adeptes de la religion des ancêtres. Les temps d'une foi aveugle en de dieux invisibles, compris au moins 4 fois par jour, semblent révolus, se disait-il. Résolus aussi les temps de la gloire des souvenirs de nos pères. Les jours se mouraient à chaque crépuscule aussi stérile qu'ils s'étaient levés à l'Orient. Les heures de prière et d'adoration du Père, chaque matin, chaque soir, n'apportaient rien à leur ventre. Ngombian Kila épiait son père, qui levait silencieusement ses yeux sombres vers l'autel des ancêtres, absalomien des prières en vain. D'un cœur plein d'inquiétude, Ngombian Kila s'en alla un matin vers l'oasis de verdure. Il abandonnait son père dans ce pauvre village de Kimpese pour s'installer là-bas, plus au sud, au pied des collines labourées, où il bâtit sa hutte sur une parcelle de terrain naguère inculte et inoccupée, là-bas où la nature était plus généreuse. Les vieux les laissa partir. Autrefois, les conseils des pères étaient des ordres. Autrefois, tout le monde avait sa place, au sommet comme au bas de la hiérarchie pour les biens de tous les villages. Mais aujourd'hui, que valent-ils ces conseils des vieux? Pour les pères de Ngombian Kila, raconter l'histoire du village, c'était un peu comme raconter son histoire à lui. Là-bas, Ngombian Kila se nourrissait des rats des champs qu'il attrapait à l'aide des petits pièges qu'il savait très bien faire. Les collets à gros gibier étaient l'affaire des habitants du village voisin. Lui ne savait ni ne pouvait les faire. Mais les besoins l'ayant rendu ingénieux, il apprit à braconner sur les pièges d'autrui. Il finit par découvrir l'endroit où les hommes du village voisin tendaient leurs collets à gros gibier. Il se levait très tôt le matin pour aller y voir si quelque gros gibier ne s'était pas laissé prendre. Il était rare qu'il ne trouvât pas du gibier pris au collet. Un jour qu'il trouva un gros sanglier, mais Ngombian Kila ne pouvait pas les porter seul chez lui. Assis au bord de la piste de caravane, il plairait, dans l'espoir de trouver quelque âme bienveillante qui l'aiderait à porter le gibier. Aïe 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 mono yonkondo ngamba ngulu yiwolele muntambo aïe 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 mono kankondo ngamba ngulu yiwolele muntambo. Pauvre de moi, qui n'est ni frère ni compagnon, un sanglier est pris au piège. Les caravanes de retour du marché où ils étaient allés vendre leurs marchandises virent Ngombian Kila sur les bords de la route et lui demandèrent pourquoi il plairait. Mon piège a attrapé un très gros gibier, leur répondit-il, et je n'arrive pas à les porter.
Les caravaniers les rassurèrent. « Ne pleure pas, mon enfant. Nous t'aiderons. » Quand le piège d'un enfant attrape du gibier, ce gibier ne lui revient pas à lui tout seul. C'est aussi pour les plus âgés, le vieux et tous les villages. C'est ainsi notre coutume et notre tradition. Ils entrèrent dans la brousse avec Ngombiankila, dégagèrent les gibiers et replacèrent les gibiers, les pièges. Ils portèrent ensuite les gibiers chez Ngombiankila et les dépecèrent. Ils firent du feu et fumèrent une partie de la viande. Ngombiankila courut emporter quelques morceaux à son père. Il était devenu un braconnier. À son retour, piqué par on ne sait quelle mouche, Ngombiankila, imprévisible, chassa ceux qui l'avaient aidé. « Qu'entendez-vous ici? Je vous croyais déjà parti. Partez d'ici. Laissez-moi seul. Je ne vais plus vous voir. »« Oh, jeune homme, que dit-il là? Pourquoi nous parles-t-il sur ce ton? Pourquoi nous chasse-t-il sous ce soleil accablant? Nous rentrerons chez nous ce soir. Il fait très chaud maintenant. Laisse-nous nous reposer encore un peu et manger quelques morceaux de ce gros sanglier sur la braise, voyons. Notre compagnie ne te plaît-elle maintenant? Je suis maître chez moi. Je ne vais plus vous voir ici. Un point, c'est tout. Quel mal y a-t-il? Partez! Partez! Partez immédiatement! C'est un ordre! As-tu oublié que tu plairais il y a quelques heures sur la route et que c'est nous qui t'avons aidé? Tu oses donner des ordres à des anciens comme nous qui avons vu plusieurs soleils s'élever avant que tu ne viennes au monde. Nous ne nous lèverons pas. Nous ne partirons d'ici qu'après avoir mangé nos morceaux de viande et attendu que le soleil se soit couché. Ah bon? Ah bon? Vous verrez. Je vais vous faire partir de chez moi des forces. À ces mots, Ngombiankila devint plus méchant. Il dressa toutes les queues de son corps et se mit à flageller les caravaniers. Et Tatankila Mungwa mene, Ngombiankila, Lumbu Fwakwa Menkila Mumwangame, Ngombiankila. Et Tatankila wa Mangwame, Ngombiankila, Lumbu Fwa, Kwamenkila Mumwangame, Ngombiankila. Père, je t'implore, donne-moi la force, mais qui est dressé se disperse. Moi, Ngombiankila, la bête aux 13 000 queues. Est-ce les jours de ma mort? Donne-moi la force ultime de flageller mes adversaires. Il les fouetta violemment et les chassa loin de chez lui. Ils ne revinrent plus, même pas pour chercher leurs marchandises abandonnées chez lui. Un autre jour, se fit une biche qui gissait au sol, étranglée dans un piège. Et comme Ngombiankila ne pouvait pas la porter tout seul chez lui, il s'est mis à pleurer au bord de la piste, espérant rencontrer des hommes capables de l'aider à porter ce gros gibier. Mono, mono,
yankondo ngamba mbizi iwolele muntambo. Hé, pauvre de moi, qui n'a ni frère ni compagnon, une biche est prise au piège. Comme par bonheur, des hommes qui passaient par là l'aidèrent. Ils portèrent la biche chez lui, la dépaissèrent et firent du feu pour enfumer la viande. Combien qu'il apporta quelques morceaux de viande fraîche à son père. Il était content d'avoir réussi dans une voie à laquelle s'opposait son père. Père, vois-tu, tu ne voulais pas quitter ton village comme je te l'avais demandé. Maintenant, c'est moi qui t'apporte de la bonne viande fraîche, parce que tous les jours, dit-il à son père. Maintenant, tu as de quoi manger tous les jours, alors qu'hier, affamés nous passions, toi et moi, des journées sans manioc sous le soleil. Oh mon fils, Akiza Lévier Ndwalovalo, d'un ton d'homme sage qui sait que la vie peut réserver quelques surprises au bout du chemin. Oui, mon fils, je t'en remercie beaucoup. C'est bien ce que tu fais. C'est ton devoir de fils de donner à manger à ton vieux père. Mais je te demande une chose, une seule chose. Là-bas, vis en bonne intelligence avec les gens. Ne te dispute pas avec eux, s'il te plaît. De grâce, je t'en supplie. À son retour, Ngombiankila, l'imprévisible, inventa un prétexte pour se brouiller avec ceux qui l'avaient aidé. Il s'est mis à les chasser en les flagellant de ce qui dressait sur son corps. Et Tatankila, Mungwangane, Ngombiankila, Lombu Fakwa, Menkila, Imwangane, Ngombiankila. Père, je t'implore, donne-moi la force, mais qui est dressée, de disperser moi Ngombiankila, la bête aux 13 000 queues. Est-ce les jours de ma mort? Donne-moi la force ultime de flageller mes adversaires. Les quais se dressèrent, bondirent, se dispersèrent, s'éparpillèrent pour frapper et repousser ces hommes qui étaient devenus ses adversaires. Ceux-ci s'enfuirent en abandonnant leurs marchandises. Lévin Ndwalovalo n'avait plus personne avec qui causer à l'approche du soir, assis sur sa chaise longue, les mains posées sur la poitrine, fumant paisiblement sa pipe et entrevoyant dans la brume de la fumée l'horizon pourpre vers lequel avait fui son fils soliloquait. Ah Seigneur Dieu Tout-Puissant, prends pitié de ces jeunes qui se prennent souvent à rêver qu'ils peuvent faire ceci ou cela. Prends pitié de cette jeunesse qui s'égare, de cette jeunesse qui veut se guider tout seul et qui n'a plus besoin des conseils des anciens, ni des concours moraux et spirituels des mânes. Ah, prenons pitié de ces arbres géants qui, dans leur désir ardent de toucher les firmaments, ne peuvent plus se rendre compte que leurs racines sortent de la terre et s'exposent de plus en plus au soleil brûlant. Je n'ai plus la force de me disputer avec mon fils. Lorsque l'enfant veut toucher le feu, laisse-le le toucher jusqu'à ce qu'il se brûle la main. Là, il saura et comprendra ce qu'est le feu. Ils veulent se libérer de la tutelle des parents. Ils veulent penser pour eux-mêmes. Ne sont-ils pas esclaves de leurs désirs? Ils ne se sentent point concernés par les affaires du village. Si les jeunes doivent quitter le village et aller ailleurs, qui s'occuperait du village après le départ naturel des vieux? Oh, tous ces mots prononcés reviennent s'entasser dans ma tête, cimetière de mes souvenirs. Mais je suis toujours certain que dans la vie tout passe. La sécheresse à Kimpese passera. Cette crise passera. Ngombiankila s'enrichissait. Son commerce prospérait. Aux gens qui passaient devant chez lui, il vendait de la viande et d'autres objets ravis aux caravaniers. Il régnait sur la région comme un bandit imposant sa loi sur la piste des caravanes.
et une fortune aussi considérable amassée en si peu de temps, en si peu de jours, par un étranger sorti de l'ombre, ne pouvait qu'attirer l'attention des habitants des villages voisins ou des villages alentours qui virent demander à Ngombiankila où et comment il attrapait ses gibiers et d'où provenaient ces objets qu'il vendait. Ngombiankila, où tends-tu le collet qui te rapporte tant de gibier? Nous qui tendons des pièges dans cette brousse n'attrapons que très rarement du gibier. Oh, ce n'est pas moi qui attrape ces gibiers, répondit Ngombiankila, avec un haussement d'épaule. Moi, je n'ai fait jamais le collet à gros gibier, vous le savez. Je n'ai fait que des pièges pour rats. Ce sont les caravaniers qui, de passage chez moi, et en reconnaissance pour un service rendu, me laissent parfois des morceaux de viande ou certains de leurs objets. Pour le leur prouver, il les conduisit dans la brousse. Curieusement, un rat sigit dans son piège. Pouvait-on prouver le contraire? Pouvait-on l'accuser du vol, lui qu'on n'avait jamais attrapé la main dans les pièges? Les voisins s'en retournèrent chez eux, insatisfaits des réponses de ces jeunes hommes qu'ils trouvaient perfides et ruseux. Le lendemain matin, très tôt, Ngombiankila, gaillardement réparti dans la brousse comme à l'accoutumée pour vérifier les pièges de ses voisins. Un buffle étranglé dans un décollé gissait immobile. Ne pouvant le porter seul, il s'est mis à s'apitoyer sur son sort. Mono yonko ndongamba mpakasa yimfuidi muntambu. Pauvre de moi, qui n'est ni frère ni compagnon. Un buffle est pris au piège. Des caravaniers passant par là du retour du marché, émis par ses plaies, lui vinrent en aide. Ils portèrent les gibiers chez lui, les épaissèrent, firent du feu et les fumèrent. Ngombiankila courut en offrir quelques morceaux frais et fumés à son père. À son retour, il ordonna aux caravaniers de rentrer chez eux immédiatement sous la forte pluie d'avril qui tombait dehors. « Je ne veux plus vous voir ici, sortez de chez moi. Je ne vous connais pas. » Les quais dressés sur son corps sautèrent à nouveau et fustiguèrent les pauvres hommes. Et Tatankila mungwa mene Ngombiankila lumbu fakwa mengila munkwanga ne Ngombiankila. Père, je t'implore, donne-moi la force. Mes quais dressés se dispersèrent. Moi, Ngombiankila, la bête aux 13 000 queues. Est-ce le jour de ma mort? Donne-moi la force ultime de flageller mes adversaires. Tout comme les autres caravaniers, ceux-ci aussi s'enfuirent et abandonnèrent leurs marchandises. Cette petite bête aux 13 000 queues commençait à devenir célèbre, pas seulement pour sa richesse extravagante, mais surtout pour sa force. Des gens des villages avoisinants propriétaires de ces collets qui lui rapportaient du gros gibier vinrent un jour très tôt le matin frapper à la porte de sa case. Ngombiankila les prit poliment d'entrer, les fit asseoir, leur offrit une calebasse de vin de palme avant de les écouter. « Merci de nous avoir bien reçus chez toi ce matin, Ngombiankila. Mais nous te soupçonnons d'être un braconnier. C'est pourtant nous qui tendons les collets à gros gibier dans la brousse. Cependant, nous n'attrapons pas autant de gros gibier que toi, qui n'étant que des pièges à rats. C'est quand même étrange, n'est-ce pas? Par exemple, où as-tu trouvé ces gros morceaux de viande sur les fumoirs? C'est donc toi qui voles les gibiers pris dans nos pièges. Nous te tenons aujourd'hui et nous verrons comment tu pourras nous chasser comme tu le fais d'habitude avec ces vieux caravaniers fatigués qui t'aident sans le savoir dans tes œuvres malhonnêtes. Nous sommes 4 bons gaillards nettement plus robustes que les pauvres vieux commerçants à qui tu as ravi si elles dans leurs marchandises.
s'y croient, on ne le sait pas. Toute la région le sait. Et pour lui montrer qu'ils étaient effectivement forts, l'un des 4 gaillards appliqua un coup, puis un second en Ngombiankila qui recula et se retrouva à terre. Mais celui-ci se ressaisit et se releva promptement. Les regards arrivés sur le firmament, il se concentra un instant avant d'entonner son chant de guerre et de bondir farouchement à son tour sur les assaillants. Par la formidable puissance de ses appuis, il prouva à ses adversaires qu'il n'était pas facile de les déraciner du sol. C'était une force de la nature, non pas en muscle, mais comme ses adversaires, mais tout en air et possédant 13 000 quais. Et tatankila mungwa ngana ngombiankila lumbuka foi menkila mungwa mane ngombiankila. Père, je t'implore, donne-moi la force, mes quais dressés se dispersent. Moi, Ngombiankila, la bête aux 13 000 queues, est-ce les jours de ma mort? Donne-moi la force ultime de flageller mes adversaires. Possédé, habité par l'esprit de son père et de ses aïeux, il plongeant dans un état second. Une seule idée l'obsédait. Fouetter jusqu'à les faire fuir. Les 13 000 quais claquaient furieusement et il parvint à les chasser et à les disperser comme tous les autres. Après ceci, d'autres encore vinrent défier Ngombiankila, qui les rossa aussi sévèrement que les premiers. Tous ces des villages de la contrée qui vinrent les défier firent vaincus. Il ne leur restait plus qu'à se concerter et à étudier dans leurs villages respectifs les moyens pour anéantir ces petits animaux dotés d'une force physique extraordinaire. Ils avaient invoqué en vain les dieux des ancêtres. Ceux-ci n'avaient pas réussi à leur insuffler la force nécessaire pour battre Ngombiankila, qui réussissait là où les esprits de leurs morts avaient échoué. Le courage, la force, l'audace et la bravoure de cette petite bête étaient disproportionnés par rapport à sa taille. Dans un des villages, un devin, grâce à des incantations, des invocations, des évocations dit aux combattants naguère défait ce qu'il fallait faire pour terrasser Ngombiankila. Faites des entailles sur l'écorce d'un sanda. Vous connaissez cet arbre dont l'écorce, une fois entaillée, laisse couler un liquide blanchâtre gluant. Recueillez ce liquide gluant. Mettez-le dans une petite marmite en terre cuite. Faites chauffer le liquide. Il deviendra très collant. Enlisez de cette petite colle les souches des racines des arbres, les arbustes et les herbes aux alentours ou de l'endroit où vous avez l'habitude de vous battre avec lui. Naturellement, vous ferez tout ce travail sans qu'il ne vous voie. Et plus tard, en revenant chez lui, provoquez-le. Injuriez-le car à la moindre suite, il prend la mouche rapidement. Puis déclenchez la bataille. Les hommes se rendirent la nuit chez Ngombiankila pendant qu'il dormait et ils suivirent les conseils du féticheur. Ils plantèrent aussi des piquets enrobés d'écoles à des endroits qu'ils jugèrent stratégiques. Le lendemain matin, les hommes se présentèrent à Ngombiankila, sûrs et persuadés qu'ils les battraient cette fois. « Oh voleur, c'est ta fin. Tu as trop volé, ça suffit. Tu as mangé 999 têtes d'antilope. Mais cette fois, la millième, tu auras toutes les peines du monde à l'avaler. » Sans même laisser le temps de répondre à Ngombiankila, l'un d'eux les chargea et le roua des coups. La bête aux 13 000 queues tutuba et recula, puis elle se concentra, entonna son chant de guerre et sauta sur ses adversaires. Les queues se dressèrent, fouettèrent et dispersèrent les téméraires. Aucune souche, aucun arbuste, aucun piquet enduit de colle ne put retenir les queues en furie de Ngombiankila. Les combattants déçus et trompés s'enfuirent conçus et honteux jusqu'au village. Comment faire pour anéantir ces petits animaux qui possèdent une aussi grande force? Se demandait-on dans le village.
Ne pouvons-on plus faire confiance aux devins? Ne dit-on pas au village, en parlant des féticheurs, qu'il y en a de faux comme il y en a d'authentiques? Qu'il y en a des mauvais comme il y en a des bons? Alors on doit toujours espérer trouver un bon féticheur un jour. Les exploits et la renommée d'un féticheur d'Nkanda, village de Mfumuluvumbu, incitèrent les hommes naguère bâtis par Ngombian Kila à les rencontrer. Ce féticheur, lui, les messages de son miroir magique et révéla. Vous n'aurez jamais réussi à anéantir cette puissante bête, petite bête, si vous n'étiez pas venu chez moi. Attrapez 13 crapauds. Savez-vous que leur peau sécrète un liquide gluant? Entaillez-leur la peau. Recueillez le liquide gluant qui en sortira et préparez-le au feu dans une petite marmite en terre cuite, laissée par l'arrière-grand-mère de l'un d'entre vous. Ensuite, allez répandre le liquide préparé de la consistance de Ngombian Kila, en son absence naturellement. Creusez un trou dans la cour à un endroit stratégique. Versez-y un peu de ce liquide gluant et recouvrez d'herbe pour qu'ils ne s'aperçoivent de rien. Ils suivirent les conseils du féticheur et profitèrent d'un matin à une heure où Ngombian Kila était allé vérifier les pièges pour s'introduire dans sa concession. Dès qu'il fit de retour, ils l'invectirent. Toi, étranger qui est venu t'installer et t'enrichir chez nous, toi qui passes pour les plus forts, toi qui voles nos gibiers et nos marchandises, nous osons proclamer ta fin, la fin de tes jours aujourd'hui. Savez-vous que vous êtes chez moi? Arrêtez de jacasser. Nombreux sont ceux qui ont clamé ma perte et la fin de mes jours avant vous, mais ils sont repartis désappointés. Vous rentrerez bientôt chez vous les visages boursouflés, tout méfiés et de travers. Vous ne me connaissez pas. Je ne suis pas étranger ici. Ce territoire est ma patrie. Je la défendrai au péril de ma vie. C'est vous plutôt qui êtes étranger ici chez moi. Écoute Ngombian Kila. Ce n'est pas parce qu'on prend gibier au même collet que tu peux croire qu'on est pareil. Ce n'est pas non plus parce que Dieu t'a donné des milliers de quais que tu peux te permettre de dominer ainsi tout le monde. C'est plutôt vous qui allez voir ce que vous n'avez jamais vu de votre vie. Vous osez me défier? Vous êtes mort d'avance. Personne ne peut me battre. Cette réponse d'Ngombian qui l'a mis en colère les adversaires. Les plus courageux d'entre eux s'engagea à frapper violemment Ngombian Kila. Ce dernier en cassa les coups, chancela recula, puis il poussa quelques cris. On ne sait pas si c'était des cris de douleur ou des prières pour se concentrer et se relancer dans la bataille. Il se ressaisit et prit de l'élan, mais il perdit l'équilibre et tomba dans un trou fatal. Ses pieds englués dans les trous, il ne pouvait plus se relever. Il tenta tout de même de se concentrer encore pour darder ses quais sur ses adversaires. Aucun quai ne put quitter son corps pour fouetter ses assaillants. Son chant de guerre ne lui fit d'aucun secours. Il était sans force. Les assaillants le flagellèrent. Il avait des blessés partout et sa bouche était enflée à la suite des coups reçus. Il ne pouvait plus parler. Ses adversaires les révélèrent pour lui infliger son châtiment. C'était une belle revanche. Ngombian qui la fit brûler sur ces mêmes fumoirs où naguère il fumait ses gibiers volés. Ainsi ses jours errés s'achèvèrent après qu'il eut écrit sa légende personnelle, loin de la terre de ses pères. Celui qui périt loin de la terre de ses ancêtres a mérité la colère des dieux.
Bien chers auditeurs de la radio Kimuntu, la radio Koliseti Kimuntu, cette belle histoire et importante histoire est intitulée Ngombian qu'il a la bête aux 13 000 queues. Cette histoire nous parle de l'immigration et s'adresse plus directement, de manière intéressante aux mélanodermes, que nous pouvons dire aux Africains, que souvent nous avons été portés à abandonner notre terre-mère et pour gagner la fortune sur les territoires que d'une certaine manière nous pouvons définir étrangers. Ici, bien qu'il s'agisse d'une histoire qui parle d'un territoire physique, la morale de cette histoire est à comprendre qu'encore une fois encore ici, il ne s'agit pas d'abandonner réellement la terre de ses ancêtres, mais d'abandonner sa tradition. Ici, il est question de l'abandon des valeurs propres qui expriment une personne appartenant à une tradition bien définie. L'abandon de la tradition porte au renversement des valeurs, porte à la perte de ces valeurs ancestrales qui ont pourtant soutenu la vie pendant des milliers d'années. Cette perte des valeurs porte à une perte de mémoire, perte à un comportement étrange, malade, une contamination dans l'état de la conscience du Muntu. Et une fois ceci opéré, le Muntu est condamné, hélas, à connaître la misère. Il est condamné à connaître la mort. Au nom de l'école Kimuntu, je vous remercie pour avoir été avec nous, pour avoir dédié votre temps à la lecture de cette intéressante histoire que je vous invite à réécouter une deuxième, troisième, quatrième fois. Nous devons, cette histoire qui sort du ventre même de la tradition Congo porte un important message que je vous invite à pénétrer. Pour l'instant, je vous salue et vous dédie un bon dimanche. Merci pour m'avoir suivi. C'était votre Mpangi, qui s'agit de l'école Initiative Kimuntu.